Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Moulay Omar Abdallah, docteur en didactique du français langue étrangère, FLE. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble le questionnaire en tant qu'outil de collecte de données. Définition. D'après Nicole Barquier, 1998, le questionnaire est l'instrument de quantification le plus approprié et le plus pratique permettant d'obtenir des données en peu de temps. Il constitue un outil très adéquat dans les enquêtes sociolinguistiques et socio-didactiques. De cette définition, nous comprenons que le questionnaire, c'est un instrument, c'est un outil, c'est un moyen de quantification qui nous permet de quantifier, de mesurer, de calculer des données ou bien des corpus. Et c'est le moyen le plus approprié, le plus adéquat, le plus convenable pour obtenir une grande quantité, une grande masse de données, d'informations, de corpus, dans un temps très limité, dans un temps record. Le questionnaire, c'est un outil qu'on utilise le plus dans les enquêtes, dans les recherches, si vous voulez, sociolinguistiques et socio-didactiques. Les caractéristiques du questionnaire. Le questionnaire est utilisé souvent dans les recherches quantitatives. Quand on dit la recherche quantitative, c'est une recherche qui permet de quantifier, de mesurer, de calculer des données, contrairement à la recherche qualitative, qui est descriptive. L'obtention, donc le questionnaire nous permet l'obtention d'une grande quantité, d'une grande masse d'informations, informations avec S, en un temps record. Comme je viens de dire, il nous permet d'obtenir une grande quantité informationnelle dans un temps très limité. Donc il nous permet de gagner du temps. Les questions au niveau du questionnaire sont standardisées, c'est-à-dire sont posées de la même manière. Si je veux par exemple interroger une quarantaine de personnes, je dois poser les mêmes questions dans mon questionnaire administré. Donc les questions sont standardisées. Dans le questionnaire, les données sont quantifiées et chiffrées, c'est-à-dire sont exprimées par des chiffres. Le questionnaire nous permet d'analyser les données d'une manière quantitative et d'une manière aussi qualitative. On peut analyser les données d'une manière quantitative, c'est-à-dire quantitativement. Par exemple, si je pose une question fermée à laquelle la réponse est par oui ou non, et je pose cette question à 60 étudiants. 20 étudiants vont me répondre par oui, c'est-à-dire c'est-à-dire euh, 20%, et 40 étudiants vont me répondre par non, c'est-à-dire 80%. Donc là, je suis en train de quantifier, de mesurer et de calculer les réponses. Donc 20 étudiants ont répondu par oui, c'est-à-dire 20%, et 40 étudiants ont répondu par non, c'est-à-dire 80%. Par contre, je peux aussi analyser les réponses de certaines questions de mon questionnaire d'une manière qualitative, c'est-à-dire d'une manière descriptive, s'il s'agit d'une question ouverte. Je pose par exemple une question aux étudiants, à 20 étudiants par exemple, je leur dis que pensez-vous de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine éducatif ou bien dans l'enseignement supérieur. Voilà, donc certains d'entre eux vont bien sûr me répondre, ou bien la plupart vont me répondre d'une manière détaillée à cette question. Et les réponses ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, l'étudiant numéro un va me dire, par exemple, je pense que l'intégration de l'intelligence artificielle dans le monde éducatif est dangereuse. L'étudiant numéro 4 peut me dire, par exemple, l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'éducation ou bien dans l'enseignement supérieur est bénéfique et apporte plusieurs avantages. Par exemple, gagner du temps ou bien faciliter le travail de l'enseignant. Voilà, donc regardez bien, les réponses ici ne sont pas les mêmes et je peux les traiter d'une manière qualitative, d'une manière descriptive. Le questionnaire constitue un intermédiaire entre l'enquêteur et l'enquêté. Donc c'est une liaison. C'est un intermédiaire entre l'enquêteur, donc celui qui conçoit le questionnaire, et entre l'enquêté, c'est-à-dire le questionné, celui qui répond à ou bien au questionnaire.
Quelques conseils pratiques. Donc, avant d'administrer, avant de distribuer un questionnaire, il faut le mettre en examen. C'est ce qu'on appelle généralement une pré-enquête. Il faut tester le questionnaire. Donc avant, par exemple, si je veux, par exemple, interroger les enseignants de l'université d'Adrar en Algérie, je dois d'abord mettre mon questionnaire en examen pour vérifier s'il est bon, pour rectifier ces lacunes, combler ces lacunes. Par exemple, je peux, par exemple, donner mon questionnaire à 3 enseignants dans le cadre d'une pré-enquête. Et ces enseignants vont répondre à mon questionnaire et après, je vais voir. Et même, je vais demander à ces questionnés, lors du pré-enquête, lors de pré-enquête, de me dire, voilà, s'il y a des remarques, des lacunes au niveau de mon questionnaire, afin de pouvoir le peaufiner et le perfectionner. Après la pré-enquête, je peux améliorer mon questionnaire et je peux établir la version finale de mon questionnaire afin de la distribuer définitivement. Voilà. Deuxièmement, son administration, la distribution du questionnaire ne nécessite pas la présence du chercheur lui-même. Le chercheur, le concepteur de questionnaire peut déléguer, peut demander à une autre personne, à un ami, à un collègue, de distribuer le questionnaire à sa place. Et parfois même, la présence du chercheur, la présence du concepteur même du questionnaire peut parfois impacter la réponse des questionnés. Par exemple, moi, je conçois un questionnaire et je vais me présenter en classe pour le distribuer à certains étudiants. Ma présence peut impacter leurs réponses. Par exemple, eux, ils vont me poser beaucoup de questions, ils vont me demander des explications, etc. Donc, pour éviter tout cela, je peux demander à un autre collègue de le faire passer à ma place. Troisièmement, les questions du questionnaire doivent être comprises par le public cible. Les questions du questionnaire doivent être claires, précises et objectives. Et elles doivent être comprises par le public. Si je pose, par exemple, une question aux étudiants de première année de licence de français de l'Université d'Adrar, ils doivent tous comprendre cette question. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté au niveau de mes questions posées. Quatrièmement, il n'est pas admis de fournir des explications lors de sa passation. Si le concepteur, le chercheur, administre, distribue son questionnaire en classe ou ailleurs, il ne doit pas donner ou bien fournir des explications. Si on lui demande des explications, il ne doit pas donner ou bien fournir des explications, expliquer telle ou telle question. Et même s'il veut le faire, il doit expliquer de la même manière, je dis bien, à tout le monde. Le même point, expliquer. C'est-à-dire, si par exemple il doit distribuer son questionnaire à 4 classes, et dans une seule classe, on lui demande des explications, et lui, il va donner des explications. Donc, il doit obligatoirement aussi expliquer le même point à toutes les autres classes qui restent, c'est-à-dire les 3 classes, en gros. Voilà. Cinquièmement, il est important que la population interrogée soit soumise aux mêmes conditions d'enquête. C'est-à-dire, si je choisis les étudiants, par exemple, toujours je garde le même exemple, si je choisis les étudiants de première année de licence de français de l'Université d'Adrar, je choisis 4 groupes, je dois poser mes questions de la même manière à ces 4 groupes, je dois les mettre dans les mêmes conditions, c'est-à-dire je veux leur poser mon questionnaire le matin, la matinée à 8 heures du matin, donc tout le monde, tous les groupes doivent être là à 8 heures du matin. Par exemple, je dois aussi même préciser le temps imparti pour répondre à mes questions. Si par exemple je demande aux étudiants du groupe 1 de répondre à mon questionnaire en 30 minutes, ce sera le même cas et la même chose pour tous les autres groupes. Si je choisis, comme j'ai dit bien dans l'exemple précédent, 4 groupes. Les 4 groupes doivent répondre en 30 minutes
à mon questionnaire. Je ne peux pas, par exemple, laisser le premier groupe répondre à mon questionnaire en 1 heure, le deuxième groupe en 40 minutes, le troisième groupe en 20 minutes. Non, ça va biaiser, va fausser mes données, les données de mon enquête. Donc, je dois garder le même temps, je dois garder les mêmes conditions. Sixièmement, il faut garantir l'anonymat des personnes interrogées. Lorsqu'il s'agit d'interroger des enquêtés, je dois garder, assurer l'anonymat. Je ne dois pas révéler, dévoiler leur identité. Je ne dois pas dire que, par exemple, l'enseignant X ou Y a répondu à mon questionnaire. Le directeur X ou Y a répondu à mon questionnaire. Le ministre X ou Y a répondu à mon questionnaire pour ne pas avoir des problèmes. Voilà. Septièmement, il ne doit pas être trop long ni trop court. Le questionnaire ne doit pas être trop long pour ne pas ennuyer le public cible, le public interrogé, et ne doit pas aussi être trop court. Quatrièmement, ce que le concepteur doit éviter dans son questionnaire. Premièrement, il faut éviter les questions, ce qu'on appelle les questions tendancieuses. Ce sont des questions qui orientent la réponse. Par exemple, pensez-vous que l'usage des tablettes numériques qui perturbent l'attention des apprenants est dangereuse en classe? Regardez bien dans cette question et beaucoup plus dans la phrase soulignée qui perturbe l'attention des apprenants. Dans cette question, je suis en train d'orienter en quelque sorte, d'impacter la réponse du questionnaire en disant que les tablettes numériques perturbent l'attention des apprenants. Donc là, je suis dans une perspective beaucoup plus négative et je suis en train de partager cette négativité, cette idée négative aux enquêtés. Donc, de préférence, il ne faut pas poser ce genre de questions. Il ne faut pas qu'il y ait une phrase qui oriente la réponse. Il faut être objectif. Deuxièmement, il faut éviter le vocabulaire technique, ce qu'on appelle le jargon propre à la spécialité. Par exemple, pourquoi l'insécurité linguistique influence-t-elle les interactions verbales et non verbales en L2? Si je pose cette question, par exemple, à monsieur tout le monde, à une personne ordinaire, ou bien je pose cette question à un étudiant de première année de licence de français langue étrangère, il ne va pas comprendre ce que c'est l'insécurité linguistique. Il va pas comprendre ce que c'est les interactions verbales et non verbales. Il ne va pas comprendre ce que j'entends par L2. Est-ce que c'est la deuxième année licence ou bien c'est la langue étrangère L2? Donc là, je dois être clair dans mon questionnaire, dans ma façon de poser les questions. Il faut qu'il y ait une clarification. Il ne faut pas qu'il y ait une ambiguïté ou bien une complexité dans mes questions. Donc, il faut éviter le jargon de spécialité et surtout les abréviations. Troisièmement, il faut éviter les doubles questions. Il faut avoir une seule idée par question. Par exemple, quel est l'impact du Facebook et du ChatGPT sur l'apprentissage des étudiants universitaires? Regardez bien, ici, il y a une double question. Je suis en train d'interroger les gens sur l'impact du Facebook, c'est-à-dire les réseaux sociaux, et aussi du ChatGPT, qui est une intelligence artificielle générative, sur l'apprentissage des étudiants universitaires. Dans ce cas-là, non, c'est faux. Il faut choisir une seule idée. Soit je dis quel est l'impact du Facebook sur l'apprentissage des étudiants universitaires, ou bien je dis quel est l'impact du ChatGPT sur l'apprentissage des étudiants universitaires. Voilà, il faut garder une seule idée. Cinquièmement, les types de questions. Dans le questionnaire, il y a plusieurs types de questions. Premièrement, sur le plan du fond, c'est-à-dire le plan du contenu, il y a deux types de questions. Il y a ce qu'on appelle les questions de fait. Ce sont des questions qui nécessitent des réponses relatives à des faits objectifs. Par exemple, quel âge avez-vous? Quel est votre numéro de téléphone? Quel est le nom de votre famille? Quel est par exemple le prénom de votre papa? Etc. Il y a aussi les questions, ce qu'on appelle les questions d'opinion. Ce sont des questions qui portent sur des appréciations subjectives des enquêtés, leurs représentations, leurs attitudes et leurs motivations. Par exemple, êtes-vous pour ou contre l'enseignement à distance? Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle les questions sur le plan de la forme, c'est-à-dire de la structure. Il y a trois types
de questions sur le plan de la forme. Il y a premièrement ce qu'on appelle les questions fermées. La réponse à ce genre de questions est courte et ne nécessite pas un développement. Donc la réponse est généralement par oui ou non, d'accord ou pas d'accord, pour ou contre. Il y a aussi les questions, ce qu'on appelle les questions semi-ouvertes. Il s'agit des questions à choix multiples, ce qu'on appelle les questions que CM, là où les réponses sont à choisir dans la batterie des réponses proposées. C'est-à-dire, je peux par exemple donner une question, par exemple, faites-vous le sport quotidiennement, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an? Et là, l'étudiant, ou bien l'interrogé plutôt, le questionné, va choisir une ou plusieurs réponses. Donc, c'est une question semi-ouverte, c'est une question à choix multiple. Voilà. Le troisième type, il y a ce qu'on appelle les questions ouvertes. Ce sont des questions introduites généralement par l'expression pourquoi et comment, et aussi par des verbes à l'impératif, par exemple justifier, expliquer, commenter, argumenter. Dans ce cas, l'enquêté, le questionné, est invité à réfléchir pour donner des réponses développées et plus détaillées. Sixièmement, problèmes et principales limites du questionnaire. Donc, problèmes et principales limites du questionnaire. Le questionnaire ne permet pas pour autant d'aboutir à une description parfaitement objective de la réalité. Parfois, le questionnaire n'est pas à 100% objectif. Voilà. Deuxièmement, la non-compréhension des questions et des réponses. Parfois, l'interrogé ou bien les interrogés, les questionnés, comprennent mal les questions posées par le chercheur, par le questionnaire, par le questionné, par celui qui conçoit le questionnaire, ce qu'on appelle l'enquêteur. Voilà. Et aussi, l'enquêteur peut parfois mal comprendre les réponses posées par les enquêtés, ou bien les réponses données par les interrogés, ce qu'on appelle aussi les questionnés. Troisièmement, la non-acceptation de certaines questions. Parfois, le public cible n'accepte pas certaines questions, surtout les questions qui ont une tendance religieuse, raciste, etc. Voilà, donc on peut avoir une résistance vis-à-vis de certaines questions posées. C'est pour ça qu'il faut bien savoir poser les questions et les formuler aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle le mensonge. Les enquêtés, les gens ou bien le public cible, les questionnés, beaucoup plus, peuvent mentir. Ils peuvent mentir. Ils mentent parfois dans le questionnaire en donnant des réponses fausses. Voilà. Ils peuvent mentir par timidité, par crainte, par complexe d'infériorité. Ils peuvent mentir. Voilà. Dernier point aussi, il y a la part du hors-sujet dans le questionnaire. Dans les questionnaires, on peut avoir aussi ce qu'on appelle la part du hors-sujet. Le questionné, l'interrogé, peut par exemple aborder un point, détailler un point d'un autre sujet, donc qui n'est pas inclus dans la thématique de notre questionnaire, ou bien qui n'est pas inclus dans le sujet en question. Voilà. Donc on peut avoir la part du hors-sujet, surtout dans les questions ouvertes. Voilà. Le problème principal que pose le questionnaire réside dans le fait que l'enquêté soit d'une façon ou d'une autre guidé par la question posée par l'enquêteur. C'est-à-dire que l'enquêteur, c'est-à-dire celui qui conçoit le questionnaire, influe d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, la réponse de ou des enquêtés. Merci pour votre attention.